Ce soir, c'est Florent qui va nous apporter sa science et qui va ouvrir notre champ de connaissances. Il va nous aider à y voir plus clair sur ce qu'est la mission d'âme, la mission de vie, un mythe ou une réalité. Mesdames, bonsoir. J'ai un parcours particulier, on va dire. Ma porte d'entrée, moi, c'était la kinésithérapie. J'ai démarré comme kiné après le bac. Et puis, j'avais un fil rouge, c'était qu'est-ce que l'énergie ? Voilà, c'était mon fil rouge. Et de ce fil rouge, donc, j'ai fait des études d'acupuncture et d'ostéopathie pour travailler vraiment sur ce que moi j'appelle la carcasse, donc vraiment sur le corps physique et puis comprendre un peu comment ça marche tout ça. Particulièrement, j'ai fait une école jungienne et dès que j'ai commencé l'école de psychanalyse jungienne, en fait, j'ai commencé à faire des rêves trop bizarres, voilà, comme disent les jeunes. Des rêves trop bizarres, ça veut dire des rêves où je parlais avec des animaux, je prononçais des formules magiques, voilà, dans d'autres langues que je ne connaissais pas, tout ça. Et très rapidement, mon psychanalyste de l'époque me dit écoute Florent, vraiment, il faut que tu t'intéresses au chamanisme. Visiblement, le chamanisme a des choses à te dire. Tes rêves dépassent le champ du soi et de la psychanalyse classique en jungien. J'étais passé un petit peu au-delà de papa, maman, la famille, enfin voilà, tous ces dossiers-là qui sont importants à travailler. Et tout ça, c'était avant l'époque Internet, donc il n'y avait pas autant de médiatisation qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et je dis, mais comment je vais faire pour m'intéresser au chamanisme ? J'y connaissais rien du tout. Hein. Et je ne viens pas d'une famille de guérisseurs. Donc ça, c'était aussi pour moi un chemin compliqué, parce que assez rapidement s'est posé pour moi la question de la légitimité. Voilà. Parce qu'après, j'ai un peu lu des livres quand même, au moins un, qui disait quand même que dans les traditions, les chamans venaient d'une lignée de chamans. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, agricoles, enfin voilà, simple, d'un milieu très simple, et pas de guérisseur à ma connaissance, même pas quelqu'un qui coupait le feu, voilà, comme on peut le trouver dans nos campagnes. Donc je me dis, bon, c'est bizarre quand même cette affaire-là. Et puis, moi, j'ai commencé le chemin. Voilà. J'ai rencontré le premier chaman brésilien dans la région de Montpellier. Voilà, j'ai démarré tout doucement. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est vrai que de hasard en hasard, de rencontre en rencontre, en fait, j'avais une grande question pour moi, c'est est-ce que je suis un chaman ? Voilà. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, je ne suis pas chaman, parce que je ne viens pas de Sibérie et je ne suis pas de la tribu des Toungouzes. Voilà, parce que le mot chaman vient de là. Globalement, le chamanisme, c'est quand on voyage, quand on utilise... ici, on est dans une réalité dite ordinaire, hein, donc le monde horizontal qu'on connaît... Voilà, on expérimente ensemble. Le chamanisme, c'est utiliser quelque chose qui ne se voit pas. Voilà. Et je prends un exemple très simple. C'est ça. C'est-à-dire, je peux téléphoner à Tokyo. Ça ne se voit pas. Bon, on sait, avec notre tête, qu'il y a des satellites qui font les relais, mais le mode de transport de l'information que je mène en parlant dans le téléphone transite par quelque chose qui ne se voit pas. Le chamanisme, c'est exactement la même chose. Moi, j'appelle ça la shamanic web connection. C'est-à-dire, c'est très rationnel. J'utilise ce mot-là parce qu'en fait, c'est très rationnel. C'est pas parce que on ne le voit pas qu'on ne l'expérimente pas de façon très rationnelle. Les forces spirituelles, c'est tout sauf le bordel. Voilà. C'est-à-dire, il y a une compétence à avoir, donc il y a vraiment un apprentissage. Assez rationnel. Moi, je suis plutôt matheux dans ma structure mentale. Je rêve beaucoup, mais en même temps, je suis matheux. Donc, en fait, j'ai vraiment observé au fil de mes explorations que c'est très calé. Au fil du temps, il y a quelque chose qui se positionne, qui s'installe et qui se prépare. Voilà. Le job du chaman, des guérisseurs spirituels, c'est toujours de rendre tangible quelque chose qu'on ne voit pas là-haut, et de le ramener sous mode horizontal de quelque chose de très pragmatique. Voilà. Qu'est-ce que c'est le rayon dominant ? C'est des mots qu'on ne trouve pas trop dans les livres. C'est une expression particulière. Ça veut dire que naturellement, chacun, individuellement, on a une forme de compétence innée. Toute la difficulté, c'est de la révéler. C'est-à-dire que naturellement, tous on porte quelque chose de dominant dans notre structure
interne, et pas quelque chose qu'on a acquis par une éducation, par des parents, et toute la difficulté, et des fois nos familles, pour moi ça a été une épreuve, par exemple, révéler mon rayon de guérisseur. Bon, moi j'étais ostéopathe, acupuncteur, je disais ouais, ça me suffit, c'est-à-dire que quand on m'a dit mais Flo, tu as quelque chose de l'ordre du guérisseur, je dis oui, et je suis parti dans l'autre sens. Comme Cécile de France dans le film, ça m'a fait mourir de rire à ce moment-là, parce qu'au moment où la chamane, elle lui dit mais t'es une chamane, l'autre elle me dit elle se barre dans l'autre sens, je veux pas être guérisseur, je veux pas être chamane, je pars dans l'autre sens parce que c'est une charge. C'est une responsabilité. Voilà. L'âme, c'est une sorte de... Je vais donner une image, je m'excuse à l'avance, hein, mais c'est une sorte de boule à facettes discothèque. C'est-à-dire, c'est comme un truc avec des petits miroirs tout autour, et puis, donc qu'est-ce qui se passe? Ça reçoit la lumière, et puis ça réfléchit la lumière, ça interagit. Et puis, c'est particulier parce qu'elle est éclairée de l'intérieur. Voilà. Et en fait, ce noyau central, c'est vraiment la partie la plus forte spirituellement. L'âme, la périphérie, avec tous ces petits miroirs comme une boule à facettes, c'est ce qu'on va acquérir pendant la grossesse et puis par l'éducation. Et puis, naturellement, en fonction de notre rayon dominant, on a des zones en jachère, c'est-à-dire des zones qui, sur cette boule à facettes, ne brillent pas, ne sont pas encore allumées, ne sont pas encore révélées. Et l'âme, donc il y a une partie chez les enfants qu'on sent très vite, ils ont un don, un talent, on sent qu'ils ont une vitalité particulière. Et puis cette vitalité de ces gamins qui sont un peu spilous, comme ça, qui ont vraiment beaucoup d'énergie, selon le niveau de maltraitance, de violence, d'histoire traumatique qui entament leur capital dans la vie, font que l'âme, elle s'étiole un peu. Et ils perdent leur joie, ils perdent leur radiance. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut se révéler après 30 ans, après 40 ans, et qui monte en puissance. Ce qui prend le relais à ce moment-là, c'est la force spirituelle. C'est un truc vraiment qui me tient à cœur. Voilà. Très souvent, il y a une dimension créatrice dans l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle est naturellement joyeuse, elle est naturellement enthousiaste. L'âme, c'est ce qui permet de se lever le matin. Dans ma famille, on avait une jolie expression, je disais, comment ça va? Ça va, mais j'ai un ressort qui est cassé. L'âme, c'est quand on a tous les ressorts qui fonctionnent bien. Voilà. Quand on a tous les ressorts défoncés, on est vraiment dans des dépressions, ça tire vraiment vers le bas. Et à un moment donné, l'âme, elle dit stop. Donc, on meurt. J'ai accompagné par exemple des militaires qui revenaient d'Afghanistan à l'époque, donc avec des traumatismes de guerre. C'était avant la période des attentats. C'était la première fois que je rencontrais ce type de traumatisme. Alors, c'est des jeunes, donc ils ont l'envie de retourner dans la vie en plein, avec leur force hormonale, j'ai envie de dire. Leur force physique, leur force mentale, leur force hormonale. Et ben, c'est des jeunes qui, quand même, ils repartaient vers le bas. La reconversion, quand on a fait la guerre, c'est très compliqué. Donc, on voit que l'âme, elle peut s'effondrer et faire perdre cette capacité de rebondir pour repartir dans une force de création. Je crée ma vie. Et je subis ma vie. L'âme, elle a vraiment une vertu particulière, elle est autocentrée, c'est-à-dire elle est là pour l'individualité, c'est-à-dire que pour qu'une individualité elle soit radieuse, avec une force charismatique, et l'âme a besoin d'être nourrie aussi dans l'interaction, donc dans la relation toute simple, à ses proches, et l'âme, elle a aussi une dimension collective. C'est-à-dire, on voit par exemple aujourd'hui, avec le tournant écologique, sans rentrer dans les détails, évidemment, vous savez de quoi je parle, l'âme, on se sent un petit peu en questionnement avec ça ou concerné par ça. Voilà. Mais on sait aussi qu'il y a une dimension beaucoup plus large. Et l'âme, elle se positionne à la fois sur soi, sur le circuit court de la relation, et aussi sur la dimension collective, la mise au service, en fait. Et quand dans sa vie, on arrive à être calé dans les trois endroits,
je me réalise intérieurement, et c'est important de se réaliser intérieurement, parce qu'une fois que je suis réalisé intérieurement, je me mets plus facilement au service de l'autre. Il y a un endroit aussi où on est, je parle ici en France, on a une relation compliquée avec le mot spiritualité. Je me souviens la première conférence que je donne il y a 8 ans à peu près, comme un peu dans cette configuration-là, il y a un mot que je m'étais interdit, c'est spiritualité. Mais il ne pouvait pas sortir ce mot-là. Pourquoi ? Parce que globalement, collectivement, on a une relation compliquée avec le mot spiritualité. Parce qu'on est très conditionné et on a quand même pas mal subi de maltraitance du fait de l'Église, le poids de l'Église. On a quand même une histoire un peu forte avec ça, collectivement. Et en fait, la spiritualité, elle est un peu contenue dans l'Église, mais la force de l'âme, pour se révéler, elle a besoin de dépasser le temple. Il faut qu'elle aille au-delà. Hein. J'ai un ami, il dit, voilà, soit je prie au rez-de-chaussée, soit je prie à la cave, soit je prie beaucoup plus loin. Voilà. L'âme, elle a besoin de sortir des conditionnements. Et les conditionnements, c'est vraiment c'est à la fois sa structure, ça donne des repères, et à la fois ça peut tellement réduire la liberté de penser. Alors, je vais vous donner un petit éclairage sur l'état de conscience modifié. Parce qu'on entend beaucoup parler, et tous, vous êtes des champions de l'état de conscience modifié. Pourquoi ? Parce que tout le monde vous rêvez. Tous vous rêvez. Quand on rêve, il y a quelque chose en nous qui voyage librement. Hein, si vous avez entendu ce mot-là, le voyage astral, tout ça, sauf qu'on dort. Dans le chamanisme, ce qu'on essaie de faire, et avec l'expérience qu'on fait, c'est de créer un état de conscience modifié, comme si on dormait, mais en pleine conscience. Ça veut dire que je règle l'endroit où je vais voyager, où je vais aller chercher de l'information. Je ne subis pas un rêve ou un cauchemar, c'est moi qui vais diriger ma pensée à certains endroits pour choper de l'information et la ramener dans mon système. Et cet état de conscience modifié, donc, c'est ça qui permet peu à peu de rentrer en contact avec qui je suis profondément. C'est quoi ma force spirituelle ? Des fois, je m'amuse à ça en consulte individuelle, alors, moi maintenant, mais pendant une période je le faisais, quand je recevais un nouveau patient assez âgé, j'avais une petite combine, c'est-à-dire, et vous en êtes où dans votre recherche spirituelle, personnelle, intérieure ? Ça fait drôle comme question, et en même temps, c'est une question centrale. Et je parle d'aucune religion, hein, moi je suis baptisé à rien, voilà. Mais c'est une question fondamentale, c'est-à-dire c'est qui je suis à côté de l'emballage. J'ai un emballage, voilà, j'ai des lunettes, j'ai un nom, un prénom, un certain âge, je m'habille avec des fringues, machin. Mais qui je suis à l'intérieur. Et ça, on manque collectivement de ce centrage sur cette question-là. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette incarnation ? C'est quoi le sens de la vie ? Est-ce que c'est juste étudier, essayer de faire des enfants, essayer de tenir un couple à peu près brinque-ballant, et puis faire des petits-enfants, puis mourir ? Oui, c'est bien. C'est bien, pour du fun, un peu. Pas tous les jours. Avec la force spirituelle, il y a un chemin vraiment différent qui s'impose. Et les deux peuvent cohabiter. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de s'enfermer dans un moine, isolé dans la montagne. Voilà. C'est autre chose. C'est prendre le temps de cette intériorité pour dire qu'est-ce que je suis profondément. Alors justement, c'est quand un chemin s'impose, c'est comment devons-nous réagir ? Parce que je pense qu'il s'impose. En fait, c'est vrai qu'on est structuré pour avoir des repères. On en a besoin. C'est-à-dire, moi j'utilise un autre mot, je dis voilà, on acquiert avec l'expérience des zones de confort. Et puis, l'intérêt pour l'âme, c'est de sortir de ces zones de confort. Donc on a des chemins pour sortir de sa zone de confort. Mais quand même, ramener ça. Et puis il y a des moments où, bang, la vie elle amène des événements qui nous sortent grave de notre zone de confort. Rupture pas choisie, après 30 ans de mariage, divorce, même départ des enfants, on ne voit pas venir, on se fait tamponner, voilà, ou accident, ou rupture professionnelle, voilà. Donc il y a des chemins où d'un seul coup on se trouve complètement perdu dans la vie concrète. Donc on apprend à
s'aiguiller, à se réaiguiller à cet endroit-là. Ce qui est difficile avec le chemin spirituel, et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'on a très peu d'éducation spirituelle. Et je ne dis pas religieuse, hein. C'est-à-dire, dans les traditions, il y a des textes et tout ça, quelles que soient les traditions, mais le chemin intérieur et le chamanisme, c'est pas une religion. Ça veut dire que c'est un chemin qui se découvre accompagné avec quelqu'un, mais le chemin, on le fait seul. Par contre, si je voyage dans mon système et que je me perds, en fait, je vais poser des questions à l'autre à côté et dire, voilà, il se passe ça, où je suis, qu'est-ce qui se passe? Et le job de l'ancien, entre guillemets, c'est de dire, ben voilà, il se passe ça, tout va bien. De ramener de la sécurité dans une zone d'inconfort. Moi-même, encore aujourd'hui, je traverse parce que je continue d'évoluer et de travailler évidemment, mais je traverse encore des zones où je suis perdu sans repère. Et c'est un endroit où on a besoin d'explorer et d'accepter d'être perdu, mais ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup aussi d'avoir l'expérience que je me suis déjà perdu, et en même temps, je m'aperçois qu'avec le temps, j'ai appris cet endroit où j'étais perdu. Vous imaginez que vous découvrez une terre nouvelle, vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas le GPS, vous n'avez pas la boussole, et vous dites, bon bah, je me perds, je cherche, je regarde, voilà, et je découvre. Et petit à petit, vous faites des ponts avec des zones connues. Vous voyez l'idée? Donc c'est un chemin courageux, le chemin spirituel, parce que c'est toujours un endroit où on peut rencontrer de la souffrance, où on peut rencontrer des choses très surprenantes. Merci, c'est bon les surprises, mais ça demande aussi d'être assez sécure avec le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir du connu, d'aller vers le mystère, et un mystère où il y a les livres traduisent assez mal ce qui se passe dans un chemin intérieur. Je citais le film avec Cécile de France, là, Un monde plus grand. Elle ne donne pas les chemins. Elle ne donne pas les chemins par où elle est passée dans le film. Vous voyez, parce que c'est intime. J'ai l'habitude de dire qu'un chemin spirituel, c'est plus intime que la gynécologie. C'est-à-dire que c'est plus intime que notre intimité, génitale. Et c'est pour ça que souvent les textes spirituels sont très poétiques. La force spirituelle, elle a quelque chose de poétique, dans le sens, ça surprend. Voilà, il y a une beauté qui se dégage, mais les mots sont insuffisants. Moi je dis toujours, l'âme, on peut y aller par curiosité, c'est-à-dire le chemin de l'âme, j'ai une curiosité, par exemple, je ne sais pas pourquoi je suis attiré par le Japon, allez, je pars au Japon. Voilà. Ça correspond à quelque chose pour mon âme. Quoi? Je ne sais pas, mais j'y vais. Est-ce que je vais y passer 3 mois, 3 ans, 30 ans? On ne sait pas. Mais il y a un élan. Et c'est important d'écouter ces élans-là. Parce que souvent, c'est des élans qui sont, on va nommer dans notre psychanalyse de l'inconscient, mais il y a un élan de cœur, il y a une curiosité. Et puis on y va et on voit. On y va et on voit. Et très souvent, dans ces endroits-là, et à un moment donné, on se fait un peu peur éventuellement, ou on vit des expériences difficiles. Et moi je dis toujours, par exemple, ça me met en épreuve, c'est difficile, mais à l'intérieur, je sens toujours de la joie. Par exemple, je prends des risques en créant des trucs un peu compliqués, que je sais que ça va être compliqué. Voilà, par exemple, j'ai créé l'Institut Arc-en-Ciel, je construis une salle, enfin bon voilà. Des gros projets assez lourds. Donc automatiquement, il y a des épreuves là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas un long fleuve tranquille qui déroule et tout ça. Et en moi, j'ai un curseur, malgré l'épreuve, malgré la difficulté. À cet endroit-là, je suis toujours en joie, même quand j'en ai ras la casquette, où je dis non, pourquoi tu t'emmerdes à ce point-là. Voilà. Sentir que je prends une charge, je prends une difficulté, et en même temps, je suis en joie. Très souvent, c'est là qu'on voit qu'on est sur un chemin d'évolution qui a du goût. Voilà. C'est un peu comme une exploration culinaire. Voilà. On teste des nouveaux goûts, la première fois ça surprend, puis la deuxième fois on dit oh, c'est intéressant, et la 4e fois on fait yes, ça c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus soft d'accéder à ça? Alors, le silence est extrêmement important, on est bien d'accord, pacifier l'ego, on est bien d'accord, c'est un chemin, on dit quand l'ego, du moins, se dégonfle, on parle de la première mort du chaman. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment arriver à s'oublier et qu'il y a quelque chose qui... Les chamans, on les appelle aussi les hommes creux.
Alors, pas dans le sens, ils n'ont rien dans la cervelle, il fait du vide à l'intérieur pour recevoir davantage d'informations, comme une parabole. Hein. Si vous voulez, la parabole, c'est beaucoup de vide. Hein. Bon, après, il y a des capteurs, mais c'est beaucoup de vide. Le chaman, on l'appelle aussi comme ça, l'homme creux. Et c'est important le silence, et en même temps, à un moment donné, il faut quand même retourner au charbon, c'est-à-dire rentrer dans la rencontre. Alors, il y a des gens pour qui la mission de vie, c'est d'être juste en prière, ou de faire partie d'une communauté, et rester dans cette comment dire, dans cette communauté, dans ce centre qui protège, mais en même temps, ils ont une mission qui est vraiment de câbler pour le collectif. Donc ça fait, il y a des gens, c'est leur job. Après, pour la plupart, on est quand même des actifs, voire des hyperactifs, et c'est important d'arriver à l'intérieur de soi, de trouver qu'est-ce que c'est qui m'active à œuvrer entre mon ego et puis l'inspiration par la force spirituelle. Et à l'intérieur, il y a une lutte, il y a une rencontre, il y a une négociation, c'est-à-dire que même pour aller venir à la conférence, il faut que vous ayez un peu d'ego. Si vous n'avez pas du tout d'ego, personne ne serait là. Voilà, parce qu'il faut quand même de l'ego juste pour sortir de chez soi ou du boulot, je ne sais pas où, et arriver ici. C'est-à-dire l'ego, il sert quand même à nous mettre à l'extérieur. Après, la réelle difficulté, c'est qu'on n'a pas d'école d'intuition. Ça me fait penser à la belle verte. C'est-à-dire si on avait des travaux pratiques d'intuition pour écouter nos ressentis tout petits, ça serait bien mieux. Parce que, en général, quand on se rapproche de sa mission d'âme, quand on y repense, on dit, mais quand j'étais tout petit, j'avais déjà ça en tête. À 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y avait déjà le programme qui était là. On en avait conscience à ce moment-là, et les conditionnements nous ont mis sur d'autres rails. Le nombre d'exemples à cet endroit-là, quand les gens ils prennent conscience de ça, je savais déjà ce que j'avais à faire. Et ce qui nous remet sur les rails, souvent, effectivement, ça passe par l'épreuve, mais pas obligatoirement. Moi, si je regarde dans ma vie, j'ai eu des épreuves, mais j'ai pas eu des surépreuves. J'en ai eu du bien cogné, mais pas aussi monstrueuses que certains peuvent le vivre. Par contre, pour déployer et révéler cette force charismatique qui me taraudait, j'ai quand même dû me mettre un peu dans le rouge par moment. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui cuit un peu à l'intérieur. Parce qu'il y a une forme d'épuration, et cette épuration, ça passe quand même par un érodage, moi j'appelle ça l'érodage, c'est-à-dire ça frictionne, et il y a des moments, on a quand même des choses à laisser, on a quand même des décisions pas forcément politiquement correctes à prendre, des réorientations professionnelles, j'avais tout pour être heureux, j'avais un super boulot, super baraque, super femme, super je sais pas quoi, j'avais une vie rêvée, et pourtant à l'intérieur, il y avait un truc qui me mettait à côté. Donc, et cet endroit-là, c'est une friction intérieure, on a nos zones d'ambivalence. Ça à respecter. Les êtres qui se calent tout de suite à 20 ans, c'est pas la génération des cinquantenaires. Je l'observe plus chez les trentenaires. Les jeunes là qui ont 25, 30 ans, et cette génération-là, moi je suis ébahi et épaté parce qu'ils ont, moi c'est ce que j'appelle des fusées, c'est-à-dire ils se calent très vite. C'est des jeunes, par exemple, qui vont faire des études, ils ont un cerveau, ils ont un milieu familial qui les encourage à faire des études, ils vont faire sup de co par une école supérieure de commerce. Puis moi je sais bien que j'apprends, mais je ne vais pas faire ça de ma vie, parce que là le monde des requins c'est pas pour moi, ils le savent. C'est-à-dire, ils sont intelligents, ils apprennent, mais ils savent qu'ils ne vont pas faire carrière dans la finance. Mais par contre, ils vont utiliser leurs compétences pour œuvrer dans le monde. Ils sont déjà calés. Là, j'ai rencontré quelques jeunes comme ça. Pour moi, c'est vraiment... moi, j'avais l'impression, à 30 ans, à 35 ans, mais j'étais dans le brouillard. Brouillard complet dans ma vie et dans ce que j'étais. Il m'a fallu un sacré... vraiment bien passer l'éponge, la gratouille pour me décaper de l'intérieur. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, les anciens spirituels, ils utilisent ces mots-là, c'est-à-dire dire faut vraiment que je décape l'intérieur pour laisser passer la lumière. Et il y a une nouvelle génération qui va beaucoup plus vite. On les appelle les zèbres, les potentiels, enfin, voilà, ils sont quand même très très vite allumés. Les indigos, c'est des mots que vous avez pu entendre. Autre question ? Quand le chemin il s'impose, comme disait M. Derrière, mais quand il n'y a rien qui s'impose.
parce que il y a des moments... en fait, il faut checker à l'intérieur quand il n'y a rien qui s'impose. Est-ce que ça s'est imposé à un moment de ma vie? Et est-ce que je m'en suis éloigné? Parce que l'âme, elle s'essouffle si elle envoie des messages et qu'on ne les écoute pas. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'animais des ateliers de travail sur les rêves, d'interprétation des rêves, il y avait des gens qui me disaient « Moi, je rêve pas. » Je dis « Si la semaine prochaine, tu viens à l'atelier et que tu dis « Je veux un rêve », tu vas avoir un rêve. Et ils avaient un rêve. C'est-à-dire que soit on fait attention à ce qui se passe à l'intérieur, soit on ne fait pas attention. Et il y a un moment donné, quand l'âme tape à la porte, tape à la porte, tape à la porte, au bout d'un moment, elle a mal aux mains. Elle s'arrête. Donc on vit, mais un peu anesthésié. Après, il y a plein de raisons pour être anesthésié. Et puis, en dehors de ça, il y a des gens, juste, ils ont besoin d'avoir une vie tranquille. De ne pas se prendre trop le chou. C'est-à-dire d'avoir une vie paisible. On n'est pas tous organisés pareil. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont des vies assez monotones, banales, etc. Et bien, tant mieux, parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, c'est important aussi, des fois, de ne pas se juger, de ne pas se maltraiter en disant « Oh merde, il ne m'arrive rien d'extraordinaire, tout ça. » C'est pas grave. Voilà. Mais c'est quand même se regarder avec vraiment le prisme assez bien réglé pour dire « Quand j'étais gamin, comment je fonctionnais ? Est-ce que je courais partout? Est-ce que je sautais après dans les arbres? Est-ce que j'avais une vitalité comme ça? Et à 40 balais où j'en suis, à 50 balais où j'en suis. Voilà. À 50 balais, on ne doit pas être cramé. On doit avoir la même vitalité qu'à 20 ans. À 60 ans, un peu moins. Mais 40 ans, 50 ans, on est au taquet comme à 20 ans. Bon, les hormones sont moins actives, donc ça il y a quelque chose qui se pose. Mais il y a une vitalité qui doit être là. Après, il y a plein de raisons pour perdre sa vitalité à la cinquantaine ou avant. Hein. Je fais une petite aparté, par exemple, au niveau médical, très souvent, quand les gens sont en crise, le corps n'a pas 50 façons de dire réveille-toi. Il a la douleur, la dépression, perte de sommeil, les cauchemars, voilà, et les accidents, les traumas. Voilà. Le corps, il fait comme il peut pour dire réveille-toi. Parce qu'on peut avoir tendance à vivre très endormi, très monotone, être à côté de soi. Donc, dès qu'on est en crise de groupe, crise professionnelle, crise de la trentaine, de la quarantaine, moi j'ai eu l'impression que j'étais en crise tous les 2 ans. Mais dès qu'on est en crise, il y a quelque chose dans le système qui dit toc, 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 réveille-toi. Mais après, ça dérange de se réveiller des fois, ça dérange de sortir de sa zone de confort. Et on va chez le médecin. Je me sens tout mou, j'ai pas la paix, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller au boulot. Qu'est-ce que fait le médecin? La plupart des généralistes, s'ils sont un peu au taquet, ils font anxiolytiques, antidépresseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ça anesthésie le système âme. C'est-à-dire que ça met la puissance de vie, et je ne parle pas de la puissance du biceps, hein, je parle vraiment de la puissance intérieure, ça la met à la renverse. Et je ne dis pas que ces médicaments-là ne sont pas à prendre par moment, mais c'est comme si, en rééducation, on laissait les gens marcher 5 ans avec une béquille alors qu'ils ont fait juste une fracture tibia-péronée. Au bout de 3 mois après, on essaye de faire que les gens quittent les béquilles. Tu bois, c'est pas grave, tu vas voir, ça remarche, ça va fonctionner. Et bien, avec ces médicaments extrêmement puissants, ça fait la même chose. Si on vient de vivre un choc, un drame dans sa vie, qu'on a besoin de se poser, de béquilles, c'est sain et c'est normal, il faut prendre des médocs à ce moment-là. Mais quand moi je reçois des gens que ça fait 5 ans qui sont sous anxiolytiques, antidépresseurs, l'âme a réclamé, elle s'est mise en crise, et bing, en anesthésie. Alors, il y a les médocs, il y a les pétards, et puis il y a tout ce qui va anesthésier le système avec l'alcool, avec trop de sport, trop d'écran, trop de livres, trop de sexe, enfin, voilà. On s'anesthésie comme on peut. On a 10 000, enfin pas 10 000, un paquet de stratégies d'anesthésie de soi-même. Ça rejoint la notion de silence, c'est-à-dire prendre un verre, ça va, mais si j'ai besoin de 10 verres pour m'effondrer, ça passe à côté, quoi. Il y a un truc qui répond pas. Et je fais écho à ça parce que pour
pour rendre une société mouton, on légalise le pétard. Et moi, j'ai aucune morale avec les psychotropes. Alors, moi, je m'en contrefous. Par contre, les conséquences, je m'en contrefous pas. Parce que quand les jeunes ou les moins jeunes s'anesthésient quotidiennement pour dormir, pour ceci, pour cela, avec des pétards, pour moi, c'est un scandale national, quoi. C'est-à-dire, on laisse les gens, on autorise les gens à dire, voilà, t'as ton âme qui dit quelque chose, qui est en crise, anesthésie-toi. Je suis ravi qu'il y ait les gilets jaunes. Parce que ça montre que la crise, il y a une résurgence gauloise là, qui est nécessaire. Ça, c'est une crise nécessaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On estourbille avec les flics, et puis voilà. Mais c'est pas des psychotropes. C'est juste des marrons, des grenades, des machins. Il y a des blessés, il y a quand même, c'est un peu rude. Hein. Sur Montpellier, ça rigole pas. Hein. Ici aussi, j'imagine. Mais cette crise est nécessaire. Si on anesthésie, on blesse l'âme, on l'endort, et derrière, ce qu'on appelle les morts vivants. Voilà. Donc comment se laisser interpeller, comment autoriser son système à être interpellé par une crise. La crise est nécessaire. Vous avez tous vécu des crises de couple, c'est nécessaire, c'est des frictions nécessaires, soit on s'en remet, soit on s'en remet pas. Voilà. Mais la friction est nécessaire, sinon on reste dans le truc. Voilà. Le pire étant le mièvre. Au bout d'un moment, voilà. Pas très intéressant. Autre question? Donc on parle souvent aussi de l'appel dans le début du cursus du héros. Est-ce que vous avez des exemples de différents appels de gens que vous connaissez? En fait, l'appel, c'est une sensation intérieure. C'est ce que moi j'appelle, c'est ce qui me met en joie. L'âme, elle est assez binaire. Down, up. Si elle est entre deux, neutre, ça veut dire que c'est pas up. L'âme, elle a besoin d'être enthousiaste. Si je m'ennuie, ça veut dire que je suis pas au bon endroit. Par contre, je me pose la question, pourquoi je m'ennuie? Qu'est-ce qui m'ennuie? Voilà. Est-ce que je dois me décaler un tout petit peu ou je dois carrément me décaler? Voilà. Donc, et l'appel, il peut se présenter sous forme de rêve. Moi, dans ma vie, moi, ça a été par les rêves. Hein. Je suis passé par cette porte de rêve. Si j'avais pas eu les rêves, je serais vraiment à côté de ma vie. Quoi. Vraiment. C'est passé par là. Après, concrètement, alors le rêve, c'est un peu abstrait, on va dire, enfin, c'est pas très palpable, mais après, ça m'a mis en chemin, justement, pour rencontrer des gens. Et à ce moment-là, j'allais voir quelqu'un en conférence, je disais, je le sens pas. Je le sentais, je ne sais pas si ça allait durer 3 jours, une semaine ou 2 ans. Si je le sens, j'y allais, en me laissant la liberté de partir. Voilà. C'est ça l'appel, j'ai une curiosité, j'ai un élan, j'y vais et je vois. Il faut expérimenter. Si on n'ose pas sortir de sa zone de confort par des expériences un peu audacieuses, on reste dans sa zone de confort. Vous voyez le truc? Dans ce qui nous embrouille, dans ce qui nous met de l'inconfort, ça crée de la sécurité. Parce que c'est ça aussi, c'est que si je sors de ma zone de confort, de mes repères, je m'insécurise. Et on a besoin d'être sécure. Donc ça veut dire que dans mon panier sécurité-insécurité, il faut que je sois assez sécure pour oser sortir de cette sécurité en me mettant dans une zone que je ne connais pas, une zone où je me perds éventuellement, mais je sais revenir dans ma zone de confort. Donc ça demande de la stabilité et d'avoir fait de l'expérience quand même. On peut percevoir des choses en soi et pour autant ne pas pouvoir les réaliser à ce moment-là. C'est ça qui est très particulier. Je vais prendre un exemple du chamanisme. Par exemple, vous avez peut-être entendu des quêtes de vision. L'expression quête de vision, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui part dans la nature seul, qui se met en contact quelque part pendant... Alors il y a des quêtes de vision d'1 jour, 3 jours, jusqu'à 9 jours, en buvant, en mangeant ou pas, ça dépend de la façon de faire. L'idée d'une quête de vision, c'est-à-dire que je reçois une sorte de message, de par là, du mystère, qui va éventuellement me donner une guidance pour ce que je dois faire dans ma vie, le chemin que je prends. Et c'est pas le chemin de la réalisation. C'est-à-dire c'est ça qui est complexe des fois, c'est qu'on a l'impression qu'on vise un objectif. Et en fait, sortir de sa zone de confort, c'est on a une idée où est la cible, c'est par là, mais je la vois pas. Donc j'accepte de marcher un terrain inconnu. Et je sens que ce terrain inconnu nourrit quelque chose en moi qui me donne du fun, par là.
La temporalité de l'accès au centre de la cible, ou d'y arriver, on s'en moque. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on est conditionné, perception, vision, objectif, réalisation, récupérer le gain, l'objectif, enfin voilà. L'évolution spirituelle, et là on parle vraiment de ce chemin spirituel, le chemin spirituel, où est l'objectif, où est le but? Honnêtement, aujourd'hui où j'en suis, je ne sais pas. Par contre, mon système, il prend beaucoup de fun à évoluer dans ces strates, dans ces différents plans. Et notre temporalité horizontale, elle est nécessaire. Moi, je réalise des choses aujourd'hui que je pensais devoir réaliser il y a 5 ans en arrière. C'était pas calé. Par contre, aujourd'hui, ça déroule. Mais j'ai eu les visions 5 ans en arrière. Mais pour moi, une vision que je vois à un instant T, c'est maintenant que ça doit œuvrer. Alors, surtout quand on est un tout petit peu hyperactif. C'est maintenant. Oui, c'est le premier pas maintenant. Et après, le deuxième pas, voilà. Et pour les gens qui ont une bonne dynamique d'âme, il y a le temps linéaire qui a besoin de cette temporalité. C'est pour ça que je dis, dans le film avec Cécile de France, il y a un tout petit reproche qu'on peut faire, c'est qu'on a l'impression qu'elle fait un voyage à l'échelle. Non. Pour devenir expertise et prendre son expertise là-dedans, c'est 10 ans de chemin, 10 ans de notre linéarité. Et bien plus. Et c'est compliqué parce que des fois on a vraiment le flash et on dit bah, c'est pour quand, voilà. Et avoir cette patience du chemin. Et le chemin apporte des informations au fur et à mesure. Merci de ces questions parce que c'est vraiment des questions importantes. La notion de vision me gêne un peu. Des fois on entend, moi je vois pas. Tout est perception. C'est-à-dire qu'une information du mystère, elle peut arriver sans aucun sens engagé. Juste, je sais. Ça arrive, c'est clair comme de l'autre source, mais il y a des gens, ils savent que c'est ça qu'il y a à faire. Par où c'est passé, ils n'ont pas de sensation, pas de perception, juste ils savent. Ça, c'est des formes assez compliquées parce que donc des gens qui sont très intuitifs, c'est un peu compliqué de se faire confiance quand on sait qu'on doit faire ça avant d'oser le faire, surtout si on est un peu fermé. Mais on peut avoir des sensations, des perceptions olfactives, auditives, gustatives, et tout ce qui est kinesthésique. On peut avoir des émotions, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà été traversés par une grâce, il y a les larmes qui coulent, c'est pas des larmes de tristesse, c'est pas des larmes de torpeur, c'est juste des larmes de grâce. Voilà, il y a un truc qui coule, voilà. Donc il y a une manifestation émotionnelle qui n'est pas une manifestation émotionnelle humaine standard. Voilà. Et donc moi j'insiste beaucoup sur la perception. Qu'est-ce que je perçois? Et l'âme, qui est par là, et ben pour certains, ça va être un gratouillis, un chatouillis, ou une perception de lumière, ou une perception de joie. Voilà. Et chacun doit trouver son mode d'emploi. Et ce qui est complexe, c'est que chacun, on a un peu des modes d'emploi spécifiques. Le chamanisme, je dis toujours, c'est l'école de la liberté. Premier point. Comment j'apprends à redevenir libre, donc de pensée, d'expression, de tout. Donc il y a plein d'endroits à explorer la liberté. Et là, je vais moins vous faire rire. Je dis c'est une deuxième école, c'est l'école d'apprendre à mourir. Pourquoi? C'est-à-dire que pour évoluer spirituellement, pour évoluer sur ce chemin, il y a des moments où je dois accepter de mourir. Mourir à moi. Pour devenir un autre. En ayant confiance qu'à un moment donné, je vais me réveiller transformé. Et dans certaines pratiques, on ne fait pas des rituels, on se met sous la terre dans un cercueil, on fait des trucs un peu glauques. Quoi qu'il y en a, il y a certaines traditions qui le font, hein, évidemment. Mais moi je dis aux gens, apprenez à mourir tous les soirs, toutes les nuits pour vous endormir. C'est-à-dire, vous dites, voilà, là, c'est mon dernier souffle, c'est maintenant. Et je dors. Et je tombe et je vais mourir. Ça pacifie un endroit qui est très compliqué dans la dimension humaine, c'est j'ai la pétoche de mourir. Voilà. Et plus on est alerte à cet endroit-là pour se laisser partir, et plus quand on se réveille, on fait ah, cool, j'ai encore un petit chemin à faire. Voilà. Mais c'est une vraie éducation intérieure et c'est pas seulement philosophique, c'est une éducation émotionnelle, une éducation énergétique. C'est vraiment un chemin très important.
Quand on meurt et qu'on renaît, on n'est plus pareil. Voilà. Et c'est ça qui facilite l'évolution, l'intégration des informations, l'intégration des messages qu'on reçoit, des feelings, des rêves, de déploiement d'énergie. Parce que quand on meurt, l'intuition, elle devient réalité petit à petit. Ça facilite le passage. La problématique à nous, c'est comment on peut évoluer individuellement, qu'on prenne conscience de ce qui est important. Une chose est sûre, c'est que le on, c'est un collectif sans discernement. On a besoin d'individualité. C'est-à-dire que c'est le chemin des individus qui font qu'à un moment donné, il y a un collectif qui bascule. On ne peut pas toujours faire une masse informe des gens. Les gens, c'est pas des gens, c'est que des individualités. Et on est obligé, et plus on regarde le collectif comme une trame d'individualité, il y a un maillage à cet endroit-là qui fait que plus il y a de gens qui sont conscients, et bien à un moment donné, la balance, elle se révèle, elle tire vers le haut. Il y a des gens, il y aura toujours des gens qui ont envie de prendre un flingue et de tout péter. Ça fait partie de la nature humaine, c'est là, ça fait partie d'un collectif. Mais par contre, il y a une masse, il y a une quantité de gens qui sont engagés à ne plus laisser faire. Quand on questionne son âme, c'est le bon endroit à questionner. Si on questionne sa tête, c'est bien pour trouver des stratégies d'opération, d'action. Mais c'est qu'est-ce que je sens à l'intérieur. Voilà. Comment on fait aujourd'hui pour œuvrer avec des moyens habiles? Ça veut dire qu'il faut avoir la bonne idée. Et la bonne idée, elle vient de là. L'intuition du cœur. Là, c'est comment on réalise cette intuition. Et souvent, cette intuition-là, je fais un petit aparté sur l'intuition, parce que on a cette intuition-là qui nous donne le plan pour je ne sais pas quand, mais une direction. Et il y a cette intuition-là, c'est maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire là maintenant? Et souvent, par là, ça chauffe un peu, et comment dire, il y a un élan qui vient. Et il y a un troisième lieu d'intuition. Ici. C'est-à-dire que cette force créatrice, elle prend appui sur ce qu'on appelle le deuxième chakra, enfin vraiment ce feu sacré, cette force créatrice, elle prend appui là. Et c'est une forme d'intuition aussi. Et quand on voit tout le travail qui est à faire sur ces zones, sur l'histoire, au niveau du patriarcat, remettre les femmes en place, que les hommes ils sortent du patriarcat et font comme ils peuvent, c'est-à-dire retrouver la dimension du cœur. Si on est dans la blessure, si on est dans les oppositions hommes-femmes, ça ne marche pas bien. Il faut travailler ensemble, hommes-femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci.